Éric Zemmour a mis et a installé au centre de son projet la France. Je connais bien Éric Zemmour à titre personnel, nous avons grandi ensemble. Nous étions ensemble dans la même école, dans les mêmes classes. Donc je connais son attachement non seulement à Israël, mais également au judaïsme. Nous poursuivons notre série d'entretiens avec les candidats de la 8e circonscription des Français de l'étranger, des candidats aux prochaines élections législatives qui se tiendront les 5 et les 19 juin prochains. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio Serge Siksik. Serge Siksik, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel Haïk. Merci d'être venu, d'avoir fait ce déplacement jusqu'à Jérusalem pour nous présenter votre programme. Je rappelle que vous êtes le candidat de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, dans cette 8e circonscription des Français de l'étranger. Alors d'abord, on va faire de manière conventionnelle votre présentation, essayer de vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs. Alors en quelques mots pour les auditeurs, je suis en Israël depuis maintenant 3 ans. Mon épouse et moi-même avons décidé de rejoindre 3 de nos 4 enfants déjà installés. Nous sommes, je dirais, chaque année 3, 4, 5, 6 fois par an à voyager entre Paris et Tel Aviv. Ma motivation est claire s'agissant d'Israël. Sioniste depuis la toute petite enfance et probablement depuis 1967 où j'ai des souvenirs extrêmement frais et même émouvants quand j'ai pu voir mon père, des oncles, etc. les larmes aux yeux quand il s'était agi bien des l'issue des 6 jours, de la guerre des 6 jours et enfin de la libération du mur occidental. Donc depuis cette période-là, je pense que j'ai un sionisme qui est mon ADN de façon indiscutable, tout comme j'estime que Jérusalem ne doit pas être discutée. Je suis issu de la société civile, je n'ai pas un parcours politique, on va dire, classique. J'ai appartenu à certains conseils municipaux en Île-de-France, où j'ai vécu, et puis voilà, arrivé pleinement en Israël depuis 3 ans, Daniel. Alors justement, je vais vous poser d'emblée une question, parce que effectivement, Éric Zemmour, il a pris certaines positions par rapport à Israël, mais le candidat Zemmour, il a toujours donné le sentiment d'un peu de réserve concernant l'État d'Israël, concernant, on va dire, le sionisme, concernant son sionisme. C'est pas un sioniste, Éric Zemmour, n'est-ce pas ? Éric Zemmour a mis et a installé au centre de son projet la France. Ça ne vous aura pas échappé. Bah oui. 3 millions de Français vivent à l'étranger. Le centre de gravité de son programme, c'est la France. Il regarde également du côté des politiques internationales, sans aucun doute. Je connais bien Éric Zemmour à titre personnel, nous avons grandi ensemble. Nous étions ensemble dans la même école, dans les mêmes classes. Donc je connais son attachement non seulement à Israël, mais également au judaïsme. Sioniste, ne l'est-il pas lorsqu'il dit chez vos confrères d'I24 en novembre, pas de discussion autour de Jérusalem en qualité de capitale de l'État d'Israël et du peuple juif. C'est lui qui dit qu'il est passionniste. Hein. C'est lui qui dit oui. Alors c'est peut-être une formule ou une présentation que nous pourrions reprendre et reconsidérer. Parce qu'il y a beaucoup de juifs en France et ici en Israël qui ont ce double amour pour la France et pour Israël, qui peuvent avoir peut-être plus d'amour pour la France, mais qui ont un peu d'amour pour Israël. Et chez Éric Zemmour, on a l'impression qu'il a du mal à dire j'ai une affection particulière pour l'État d'Israël. Alors c'est peut-être une impression, comme vous le dites, ouais. Daniel. Il a une attache pour l'État d'Israël, pour le peuple juif. Il a ici en Israël beaucoup de familles, premier degré. Donc il est directement concerné. Et je pense que la plus jolie démonstration, la plus efficace, la plus évidente que nous ne pouvons pas nier, c'est son positionnement en novembre, son clair positionnement, ce que n'ont fait aucun autre personnage politique avant lui, y compris même certains acteurs politiques de premier plan ici. C'est vrai qu'il s'est démarqué très clairement de la ligne traditionnelle et très pro-arabe du Quai d'Orsay. Mais je le dis toujours, il y a toujours un sentiment de réticence de sa part. Réticence non, retenue oui, parce que son propos c'était la France. Comment réinstaller la France ? Vous savez, quand vous êtes candidat à la présidentielle française, vous vous fixez des objectifs, un programme, des moyens,
qui vise à une seule chose, c'est comment rétablir une France aussi malade, tout sujet confondu. Alors, on va essayer de rentrer un peu avec vous dans le programme, dans votre programme, dans ce que vous présentez par rapport aux autres candidats qui sont candidats dans cette 8e circonscription des Français de l'étranger. Quels sont les pôles de préoccupation que vous avez, vous, par rapport à cette communauté francophone, on va dire la communauté francophone des Israéliens, mais aussi des autres pays de la 8e circonscription, l'Italie, la Malte, la Grèce, Chypre, Turquie, voilà. San Marin, le Vatican. Voilà, oui. Ne me demandez pas combien il y a de Français au Vatican, oui. Mais si on le sait précisément. Il y a deux volets. Il y a un volet pratico-pratique, le quotidien des francophones, oui. Des expatriés ou des franco-israéliens, et un volet diplomatique. Sur le volet pratico-pratique, comment conforter et améliorer le quotidien de tous les Français qui vivent à l'étranger et principalement ceux qui vivent en Israël. Il y a des sujets simples et récurrents. Vous savez, nous, ça fait à peu près, depuis l'été dernier, nous sommes sur le terrain. Je dis l'été dernier parce que nous étions sous une bannière qui s'appelait les Amis d'Éric Zemmour. Et oui. Dès le mois de décembre, nous avons brandi le drapeau Reconquête. Donc nous sommes sur le terrain, nous allons à la rencontre des franco-israéliens et tout va dans le même sens. Comment améliorer notre quotidien ? De nombreux handicaps, de nombreux empêchements pour s'installer pleinement lorsque l'on fait ça à l'IA. Au plan administratif, comment soulager le parcours de santé des franco-israéliens à travers les différentes coupotes-rolines. Alors on ne va pas entrer dans tous les détails, mais aucun document traduit en français. Quand vous êtes sur une patience téléphonique, vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur une touche qui va vous renvoyer vers le français. C'est d'un inconfort extrême et ça revient très fréquemment. Même chose s'agissant de l'université. Beaucoup de brillants étudiants qui arrivent de France après leur bac, qui s'installent dans des processus d'études assez poussés, mais qui ont des ralentis au plan administratif. Donc là aussi, on doit les accompagner à soulager toutes ces questions-là. La fiscalité, la CSG-CRDS. Alors nous ne sommes pas les seuls à en parler, de la CSG-CRDS, mais ça y est, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut absolument faire en sorte qu'elle disparaisse totalement. C'est une économie de 8 à 10% sur une pension de retraité. Ce n'est pas rien, surtout à une période où on subit également la parité euro-shekel. Ouais. Donc si nous parvenons à soulager les retraités de 8 à 10%, c'est considérable par rapport au fameux panier de la ménagère. D'autres questions sur les pressions fiscales. Un exemple complètement ahurissant que j'ai vécu en live. Tous les mois, je vais à Paris, que j'ai vécu en live. Quand vous vous faites interpeller pour être questionné avant d'embarquer dans l'avion, oui. Pas dans la salle d'embarquement, mais avant de rentrer dans l'avion, par les douanes ou par le fisc français qui vous pose quelques questions pour savoir qui vous parlez en France ou en Oui, en France, au départ de Paris. Oui. Pourquoi autant de pression de cette nature-là, alors que ce n'est pas le cas vers d'autres destinations, le Maghreb ou l'Afrique au sens large. Et cet exercice se poursuit par cette administration fiscale ou douanière. C'est-à-dire qu'ici en Israël, très souvent, vous avez des agents, ils sont à peu près 10 ou 12 en permanence ici installés en Israël, pour aller traquer certains franco-israéliens, alors qu'il ne s'agit peut-être que d'une poignée de personnes. Oui. Pourquoi embêter autant de monde ? Alors, tous ces sujets-là, nous devons faire en sorte de les prendre en main, les mettre sur la table et faire bouger les choses. Ça, c'est le volet pratico-pratique. Maintenant, sur le volet diplomatique, je n'oublie pas que je suis en Israël. Dans mon préambule, je vous ai parlé de Jérusalem. Il y a un travail à réaliser. Nous devons être, nous, en qualité de députés, quand bien même serons-nous minoritaires à l'Assemblée, mais nous n'aurons pas une voix bridée. Voilà, c'est la question, par exemple, que j'ai posée hier à José Garçon. Est-ce que finalement, à l'Assemblée, vous voulez vous porter comme la voix, une forme de défense, de monter au créneau pour défendre l'État d'Israël dans le cadre de l'Assemblée nationale aussi ? Alors, comme je vous l'ai dit à l'instant, nous aurons toujours deux approches. Le pratico-pratique, c'est le quotidien, oui. Avec des mesures extrêmement concrètes qui ne concernent pas que les franco-israéliens. Oui, mais si par exemple, on dépose un projet de loi qui vise à porter atteinte à l'État d'Israël directement. Voilà. Et le deuxième volet, c'est la diplomatie. Oui. Alors là, je vais vous dire, nous serons complètement décomplexés. Pourquoi décomplexés ? Parce que nous sommes portés
par un intérêt viscéral, c'est notre ADN Israël. Donc beaucoup trop de choses s'expriment à l'Assemblée nationale qui sont hostiles à Israël, voire même au peuple juif. Et rien n'aboutit. Quand bien même parfois il y a une voix qui s'élève, il n'y a aucun aboutissement. Nous n'avons pas permis, en tout cas, la voix qui s'élève régulièrement ou qui tente de s'élever n'aboutit à aucun résultat. Cette voix-là n'a pas empêché le positionnement tragique de Macron lorsqu'il annonce ou quand il soutient cette résolution de l'ONU disant qu'il n'y a aucun lien entre le peuple juif et le Harabaït, le mont du Temple. Non, nous devons combattre cela. Quand nous entendons Mme Pécresse qui dit « Jérusalem doit être divisée en deux, et plus un État palestinien », non, nous devons combattre cela. Et nous le ferons avec beaucoup plus de véhémence parce que nous ne sommes pas bridés, nous ne sommes pas complètement encadrés par des partis. Vous savez, l'UDI est un parti qui est plus que douteux. Jean-Christophe Lagarde est un islamiste avéré. Et ce que je dis, je prends aucun risque à le dire, et même s'il fallait en prendre un risque, je le prendrai. Parce qu'il faut élever, je dirais, nos voix pour entrer dans ces sujets-là. Donc, nous aurons une parole complètement décomplexée. Alors, décomplexée, certes, mais je lisais dans votre programme qu'il y a d'ailleurs un chapitre qui est pas négligeable sur la simplification d'un retour en France. Ça veut dire, est-ce que parce que c'est aussi un peu la ligne qui est mentionnée à travers même la déclaration faite par Éric Zemmour qui disait que les Français de l'étranger font rayonner on va dire la France à l'international, mais leur départ révèle surtout les fractures profondes de la société française. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a tout de même quelque part une aspiration à revenir en France? Est-ce que pour les Juifs israéliens, ceux qui sont des Israéliens francophones aussi aujourd'hui, votre mouvement encouragera un retour en France? Alors, il ne s'agit pas d'encourager un retour en France, mais en revanche d'accompagner ce retour en France. Et il ne vous aura pas échappé également que dans mon programme, le point que vous soulevez est un petit peu détaché de la conclusion du programme. C'est-à-dire qu'il concerne principalement les autres pays de la circonscription, où lorsque vous êtes expatrié, d'accord, c'est un statut bien différent d'une autre ici. Quand vous êtes expatrié, vous ne l'êtes pas psychologiquement ad vitam aeternam. Probablement un jour, vous déciderez de retourner dans l'Hexagone. Donc, et là, les choses se compliquent pour nos amis italiens, grecs, turcs, etc., ou d'autres pays. Il y a 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Les choses se compliquent au plan administratif. C'est très difficile de se réinstaller, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité sociale, pour jouir des pleins droits, des mutuelles, ou un jeune étudiant qui termine sa 3e année à Rome de droit ou d'autres choses pour la poursuivre à Paris ou en France, c'est extrêmement compliqué. Donc là, nous avons un souci d'accompagnement de ces Français expatriés qui décident de retourner en France. D'accord, ça c'est une démarche qui n'est peut-être pas obligatoirement la même démarche que faite par les Juifs de France lorsqu'ils décident de faire leur aliyah. Oui, c'est complètement distinct. C'est complètement distinct. Les Juifs d'Israël, en tout cas les Franco-Israéliens qui décident de retourner en France, donc faire leur yérida, ils sont minoritaires. Ouais. Ils sont minoritaires et malgré tout, bien si on peut les conseiller d'une certaine manière, pourquoi nous en priverions-nous ? Alors, ça n'a échappé à personne. Le premier tour des élections, c'est le 5 juin. Le 5 juin, c'est Shavuot. Beaucoup dans la communauté juive, la communauté francophone d'Israël, ceux qui sont respectueux, en tout cas de la fête, ne vont pas pouvoir voter. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérimentation, parce que c'est actuellement possible, donc de voter par correspondance? Les premiers échos que l'on reçoit sont assez catastrophiques. On a le sentiment que c'est quasiment impossible de voter. Vous avez essayé ? Alors, j'ai plus qu'essayé, puisque j'ai moi-même voté vendredi. Et donc, depuis vendredi 27 mai, 12h, nous pouvons voter, jusqu'au 1er juin, 12h. Ouais. Donc, pour ma part, dans mon réseau le plus proche, le geste a été relativement fluide. En revanche, ce que vous dites est réel. Il y a des difficultés. Beaucoup n'ont pas reçu, ou ont reçu un identifiant par mail, puis un second identifiant par mail parce qu'il fallait corriger le premier, et pas de SMS pour un mot de passe. Donc voilà, les choses sont... juste entre nous, est-ce que la République veut que les Français votent par correspondance, ou alors elle met des obstacles sans cesse pour que justement il n'y ait pas de vote par correspondance? Non, là ça a l'air vraiment un peu exagéré. Daniel, je ne sais pas vous répondre précisément. Maintenant, cette question, elle est légitime.
Cette question est légitime. Vous savez, on peut même extrapoler pourquoi Jérusalem, dans le classement de tous les pays, pourquoi Jérusalem n'est pas rattaché à Israël et se retrouve comme un pays indépendant entre le Japon et la Jordanie. D'accord ? Donc c'est peut-être, ça va peut-être dans le même sens, mais là aussi c'est complètement aberrant. Lorsque vous allez sur le site effectivement du ministère des Affaires étrangères, que vous cherchez les bureaux de vote des villes où vous habitez en Israël, vous arrivez sur Israël, vous cherchez Jérusalem partout, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. Et vous descendez, Jérusalem est complètement séparée. Pourquoi ? Bon, alors ça, c'est peut-être dans le même état d'esprit de ce que vous évoquez actuellement, à l'instant, ce que vous évoquiez à l'instant. Alors, votre pronostic, vous avez le sentiment que vous avez la possibilité de passer le premier tour ? Oui, nous avons largement le sentiment de passer au premier tour. Je vous rappelle... Parce que il faut bien avouer que Zemmour a été plébiscité en Israël lors des élections présidentielles. Contrairement à ce qui s'est passé, on va dire, en France, avec un score de 7%, est-ce que vous avez des garanties que les gens qui ont voté Zemmour au premier tour des présidentielles vont soutenir votre candidature ? Alors, il est clair que les résultats en Israël pour Éric Zemmour, de l'ordre de 55 à 56%, ont été les meilleurs résultats pour Reconquête partout dans le monde. 22% sur la 8e circonscription, ce qui est non négligeable. Alors, est-ce que ces 55% de la présidentielle vont se retrouver dans les urnes, Internet ou urnes, pour les législatives ? Point d'interrogation. Nous avons le sentiment qu'un net pourcentage, c'est-à-dire ceux qui ont voté Éric Zemmour à la présidentielle, continueront à accompagner le mouvement de reconquête. D'autres, peut-être que non, mais nous sommes extrêmement optimistes. Eh bien, Serge Siksik, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'être venu ce matin ici dans notre studio pour vous présenter votre programme, pour vous présenter à vous-même. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance, comme on le dit, on le souhaite à tous les candidats sans distinction. Merci beaucoup, Daniel Haïk, pour votre accueil. Voilà.